Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre le journal de ce dimanche 3 décembre 2017 en direct sur RTI1 et nous émettons à partir de la Côte d'Ivoire. Voici les titres de cette édition. L'axe Yamoussoukro d'Aloua va être réhabilité pour le bonheur des automobilistes. Le Premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly a donné hier samedi le coup d'envoi des travaux. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah Junior a remporté hier samedi ici à Abidjan la finale des Grands Prix à l'occasion de la 4e édition de cette compétition de la World Taekwondo dans la catégorie des moins de 87 kilos. Ce dimanche 3 décembre est célébrée la journée internationale des personnes handicapées. En prélude à cette journée, la direction de la promotion des personnes handicapées a initié un forum sur le handicap pour faire le bilan sur les actions menées par l'État ivoirien en faveur des personnes handicapées. Pour le magazine de ce dimanche 3 décembre, nous recevons Madame Condé Touré Dienebou, commissaire général du Sahara 2017, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui avait débuté le vendredi 17 novembre pour prendre fin 10 jours après. Pour rappel, le thème du Sahara 2017 était la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Nous reviendrons sur le bilan du Sahara 2017 avec vous, Madame Condé, dans quelques instants. Commençons par cette très bonne nouvelle. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah Junior a remporté hier samedi ici à Abidjan la finale des Grands Prix à l'occasion de la 4e édition de cette compétition de la World Taekwondo dans la catégorie des moins de 87 kilos. Le champion olympique des derniers Jeux olympiques de Rio 2016 a pris le meilleur sur son adversaire russe Maxime Khamkov au thème des 3 rounds de combat âprement disputés. Communion totale le samedi 2 décembre entre l'international taekwondoïne Cissé Cheikh Salah Junior et le public du Palais des Sports. Après un parcours sans faute, l'Ivoirien s'est hissé sur la plus haute marche du podium face au Russe Maxime Khamkov. En remportant la médaille d'or à la finale de tous les Grands Prix organisés cette saison, Cissé Cheikh élève davantage son niveau au ranking mondial. Victoire difficile car, à 2 reprises, Cissé Cheikh a été mené au score avant de rebondir victorieusement à la 3e et dernière reprise. J'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui ont, après tous ces cadeaux aux Jeux Olympiques, ils nous ont fait confiance encore en nous donnant une aide présidentielle. Et cette aide-là qui nous permet de faire tous ces résultats-là. Ce n'est pas seulement le Grand Prix final. Il y a aussi le Grand Prix de Londres où je fais médaille d'or, le Grand Prix de Rabat où je fais médaille d'or. Avec Bagbirit aussi qui est médaille de champion du monde et qui combat demain. J'aimerais inviter toute la population à la soutenir demain. Et aussi à toute la population ivoirienne, tous les jeunes qui rêvent en ce moment, mais c'est vraiment dur. Je suis un exemple palpable, ça n'a pas été facile. On a travaillé, il y a eu des moments de découragement, mais on n'a pas lâché. Et j'exhorte tous ces jeunes-là à vraiment s'armer de courage. Peu avant, le public du Palais des Sports de Trècheville avait réservé un accueil chaleureux à tous les taekwondoïnes du monde entier venus à Abidjan pour 2 grands rendez-vous mondiaux, la finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe. Dans son discours de bienvenue, le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, a souhaité à tous les participants un bon séjour en terre ivoirienne. Voilà un commentaire de Aude Alegbi. Ce dimanche 3 décembre est célébrée la journée internationale des personnes handicapées. En prélude à cette journée, la direction de la promotion des personnes handicapées a initié un forum sur le handicap pour faire le bilan sur les actions menées par l'État ivoirien en faveur des personnes handicapées. Frédéric Oulaï, Franck Kouadio. Selon l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, les personnes en situation de handicap représentent environ 15% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, plus de 441 453 personnes sont en situation de handicap et leur intégration dans la société n'est pas toujours facile.
Le gouvernement a pris des engagements forts pour le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Il y a donc des chiffres qui nous permettent de communiquer sur cette bonne pratique, mais également des résultats qui permettent de constater que ce sont des personnes qui apportent de la valeur ajoutée dans l'appareil de production de l'État. La 25e journée des personnes handicapées est l'occasion d'interpeller pour des initiatives fortes. Les responsables d'associations font des plaidoyers pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous pensons que l'État ou les collectivités ne font pas assez pour notre situation. Il était temps de venir écouter et voir ce que l'État fait ou alors ce que l'État peut faire pour les femmes en situation de handicap. Nous avons nos sœurs qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut que l'État les aide en les regroupant en coopératives pour qu'elles puissent se prendre en charge. Et justement, il y a des acquis selon la direction de la promotion des personnes handicapées. Des efforts consentis pour améliorer les conditions de vie de cette frange de la population considérée comme vulnérable. Ces dernières années, plus de 1000 personnes vivant avec un handicap ont été intégrées dans le tissu social selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Des projets sont même mis en œuvre. Le projet, c'est d'avoir dans les classes de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, des enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient handicapés moteurs ou handicapés sensoriels, ou qu'ils soient des enfants dits bien portants, que tout le monde soit dans la même classe. La direction des écoles, collèges et lycées des personnes handicapées prévoit aussi dans son projet de formation étendre l'ouverture des écoles préscolaires et secondaires aux localités de l'intérieur du pays. L'axe Yamoussoukro d'Aloua va être réhabilité pour le bonheur des automobilistes. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a donné hier samedi le coup d'envoi des travaux. Alexis Ouedraogo. D'Aloua ce samedi, le corridor d'Abidjan près du village de Sapia refuse du monde. À l'entrée du site, la foule afflue. Quand on monte dans un véhicule comme ça, tout est poussière. Tu ne peux même pas porter un tricot blanc pour voyager. Tu peux pas. Pour quitter Daloa, arriver à Yamoussoukro, on fait souvent 2-3 heures de temps. C'est vrai qu'il y a des problèmes liés à l'état du matériel, des problèmes liés à l'environnement. Mais les vrais problèmes sont liés aux infrastructures routières. Donc lorsque le gouvernement s'engage et prend en compte cette histoire de renouvellement ou de réhabilitation des routes qui devient une priorité gouvernementale, il va sans dire que les retombées sur le secteur du transport seront beaucoup positives. Des heureux, mais aussi des sceptiques. On a appris que le ministre vient pour déterrer nos hommes qui sont sur la route là. C'est pas qu'on est là matin, on va écouter ce qu'ils vont nous dire. Des inquiétudes vite balayées. Les dispositions sont prises pour éviter d'impacter négativement les populations. Donc ces genres de rumeurs, nous avons l'habitude d'entendre. L'État est responsable, l'État protège les intérêts de tout le monde. Et l'État fait des investissements pour le bien-être de toute la population. 67 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'investissement pour ces travaux de 24 mois. Plus de 145 km de routes seront réhabilités. Lorsqu'il arrive, Amadou Gon Coulibaly est salué. Les travaux qu'il lance impacteront le quotidien des villes de Yamoussoukro, Bois-Fléi, Daloa en améliorant la sécurité routière. L'occasion pour les fils cadres de la région réunis autour de l'activité de dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara. La dégradation très avancée de cette portion de route a causé des pannes à nos véhicules. Faciliter la tâche aux coupeurs de route et entraîner des accidents souvent mortels. Toutes les tentatives de réflexion se sont montrées vaines. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous dit, et je cite, « Frères et sœurs, l'épreuve prend fin aujourd'hui, l'avenir vous sourit. » Entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire et placé sous le contrôle du Bénin, le lancement des travaux est l'occasion pour le ministre des Infrastructures d'inviter les travailleurs à la responsabilité. Les importants efforts que fait le gouvernement pour financer ces travaux, malgré les tensions perceptibles sur la trésorerie de l'État, commandent que ceux-ci soient réalisés avec le meilleur soin. Comme je l'ai déjà indiqué ailleurs, j'y veillerai attentivement sans faiblir.
Invité au pupitre des allocutions avant tout propos, le chef du gouvernement a souhaité un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour le succès du sommet UEUA, mais aussi pour son leadership. Ce sommet fait notre fierté en consolidant la place de notre pays dans le monde et a achevé de montrer que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un grand pays et un pays qui est respecté. Tout cela, nous le devons à un homme dont le charisme et le leadership rejaillissent sur notre pays avec les résultats que nous connaissons au plan économique et qui forcent l'admiration du monde entier. Un grand homme qui a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays en seulement 6 ans. Le Premier ministre a dit l'importance du secteur routier dans la politique de l'État ivoirien. Il a par ailleurs annoncé plusieurs chantiers, dont l'ouverture des travaux de l'autoroute Thiébissou-Bouaké dans le courant du mois de décembre. L'objectif ultime est l'amélioration du niveau de vie des populations, notamment en facilitant la circulation des personnes et des biens et en soutenant les échanges commerciaux internes et intra-régionaux. La rencontre de Daloa a été l'occasion de lancer un appel à la cohésion nationale. Chers chefs traditionnels, vous connaissez l'engagement du président pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Au nom de cet engagement, beaucoup d'efforts ont été faits. Il nous faut maintenant tenir un langage de paix et de cohésion pour éviter que des gens ne manipulent nos enfants pour les conduire dans des aventures. Le chef de l'État vous a confié une partie de ce travail de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour vous rendre fort, il a même doté le roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire d'une institution. Je voudrais donc vous exhorter à jouer votre rôle de garant de la paix et de la cohésion sociale qui permettent d'aller au développement. Plate tournante des départs pour l'immigration clandestine, le chef du gouvernement s'est adressé à la jeunesse de Daloa, l'invitant à faire confiance au gouvernement qui travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Je voudrais donc lancer un appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire, particulièrement celle de Daloa, de faire confiance à l'action du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Son gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ne ménage aucun effort au quotidien pour améliorer de façon durable les conditions de vie de nos populations, particulièrement de notre jeunesse. La date de fin des travaux de l'axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa est annoncée pour le 30 janvier 2020. Et parlons maintenant de la lutte contre l'extrême surcharge des camions sur nos routes. Cela a débuté vendredi dernier et c'est dans le cadre de l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Les explications de Francis Boifo. Autoroute du Nord, PCAL 23, station de paysage à basse vitesse d'Alokwa. Au passage de ces 2 camions à destination de l'Interland, le compteur indique une surcharge. La réaction de l'opérateur en charge des paysages est immédiate. Le premier camion a une surcharge de 12 tonnes 20 qui a été facturé à 11 000 francs la surcharge sur l'Interland. Donc le total de sa facture fait 46 000 francs avec les 2 000 francs du frais de paysage. Le deuxième camion, il a une surcharge sur le Cieux, 1 tonne 300. Il a 11 000 francs aussi pour l'Interland comme surcharge. Et plus les frais de paysage, ça lui a fait 16 500 francs la facture. Si c'était un extrême surcharge, on allait multiplier la surcharge par 60 000 francs. La lutte contre l'extrême surcharge a démarré vendredi en Côte d'Ivoire. Tout véhicule qui sera en dépassement de 40% de son poids et de sa surcharge, donc sera donc pénalisé et sera taxé à hauteur de 20 000 francs la tonne surchargée si c'est un trafic national et de 60 000 francs par tonnage surchargé si c'est un trafic international. À compter de mars 2018, il va avoir ce qu'on appelle la tolérance zéro. Ce qui veut dire que si le véhicule a droit à 20 tonnes de façon réglementaire, ce véhicule ne peut plus charger 20 tonnes et 1 kg. La Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, dit également non à la surcharge. Après une visite au fonds d'entretien routier fait au plateau et à la station de paysage à basse vitesse d'Alokwa, Soumaoro Ben Mfali et ses camarades appellent à l'application stricte du règlement 14.
Lorsque les routes sont dégradées et que les véhicules viennent surprise de ces gros trous-là, donc ça provoque beaucoup d'accidents. Et ensuite encore, on est obligé de prendre de l'argent chaque fois dans les caisses de l'État pour réparer les routes. Et cet argent, on peut le prendre pour équiper les écoles, les centres de santé. La surcharge est la principale cause de dégradation de la route selon des experts. Pourtant, cette route demeure le principal support de transport avec environ 90% du trafic voyageurs et des biens en Afrique de l'Ouest. Le Conseil des ministres en charge des infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA invite au respect des tests en matière de transport de marchandises. Allez, tout à fait autre chose à présent. La Côte d'Ivoire abritera du 4 au 9 décembre la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles, ICASA, une rencontre qui a pour objectif de renforcer les efforts dans toutes les régions d'Afrique et du monde pour éradiquer le VIH-Sida. Plus de 6000 délégués et 150 participants sont attendus. L'historique de cette conférence avec Davis Oyo et Franck Kouadio. C'est en 1990, en République démocratique du Congo, dans l'ex-Zaïre, que s'est tenue pour la toute première fois la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles, ICASA. Au départ, c'était une rencontre internationale qui se déroulait uniquement en Europe, mais c'est grâce au dévouement d'une quinzaine d'activistes africains chevronnés que l'Afrique a pu avoir une rencontre sur le sida et les IST afin d'échanger et de sensibiliser les décideurs pour ce qui concerne la lutte contre cette pandémie. Ce groupuscule de scientifiques africains se sont dit non, mais si le VIH est en Afrique, comment se fait-il que de telles conférences puissent s'organiser en Europe? Donc, notamment le professeur Mboup, qui se sont retrouvés, qui se sont dit non, on ne peut plus continuer à tenir ces conférences-là en Europe. Ils ont demandé à Dr Peter Piot de bien vouloir les accompagner pour que ces conférences-là puissent s'organiser sur le sol africain. C'est ainsi qu'en 1990, la première conférence fut organisée au Zaïre. Ce rendez-vous international favorise également des retombées économiques et socioculturelles pour les pays organisateurs. ICASA n'est pas seulement pour la lutte contre le VIH, mais c'est aussi un outil d'accompagnement dans le développement économique de chaque pays. D'abord, le budget seul de la conférence est plus de 4 millions de dollars. Et ces 4 millions de dollars, ça entre en ligne de compte, ça vient ici. Vous avez 6 000 personnes qui vont loger dans les hôtels. Alors nous vous parlons, les hôtels sont pris d'assaut, tous les hôtels à Abidjan sont pleins. Et nous avons des délégués qui vont venir ici. La restauration, le tourisme, le transport, tout fonctionne dans le pays. Une occasion de favoriser le renforcement du partenariat entre le secteur privé et les acteurs du développement et impliquer aussi les gouvernants mondiaux et africains autour de la question du sida et des infections sexuellement transmissibles, et cela pour leur éradication à l'horizon 2030. Pour rappel, en 1997, la Côte d'Ivoire a accueilli la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles. C'est d'ailleurs cette rencontre qui a marqué le point de départ de l'extension à l'accès aux traitements antirétroviraux en présence des ex-présidents ivoiriens Henri Konan Bédié, du Burkinabé Blaise Compaoré et du Français Jacques Chirac. La Côte d'Ivoire a donc abrité l'événement l'ICASA en 1997. Quels ont été chez les acteurs clés à l'époque? Comment l'événement a été organisé? On en parle avec Delphine Ougla. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire organise une conférence sur le sida. La Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'organiser en 1997, ici même à Abidjan, la 10e conférence internationale sur le sida et les MST en Afrique, en abrégé CISMA en français, devenue aujourd'hui ICASA, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Le comité scientifique a beaucoup travaillé sur le traitement. À ce moment-là, le dépistage était accessible. Mais à partir de la conférence de 1997, le plaidoyer, c'était l'accessibilité au traitement, notamment à la trithérapie. Et aussi, quand vous mettez en place la trithérapie, il y a des activités de laboratoire qui sont nécessaires. Et parmi ces activités de laboratoire, il y avait notamment le dosage des CD4. Et ce dosage des CD4 nécessitait des appareils, du personnel entraîné, etc. Et donc, les gens estimaient que, d'une part, la prise des médicaments serait compliquée
et le suivi donc des traitements serait aussi compliqué. Donc ça a été vraiment le défi de cette conférence, un appel justement à pouvoir traiter les patients en Afrique. ICASA 97, c'était le rendez-vous de l'espoir et de la solidarité. Au début, la Côte d'Ivoire n'était pas impliquée. C'était un programme de l'OMS qui donnait les moyens qui n'étaient pas suffisants, mais c'était le début. Et ensuite, quand le président Bédié a succédé au président Houphouët-Boigny, il a décidé de donner une partie du budget du SIDA. Et plus tard, vers les années 98, la Côte d'Ivoire va prendre en charge exclusivement le budget du SIDA qui montait à peu près à 1 milliard de francs CFA. C'est la reconnaissance au prix de plusieurs combats. Ça a été l'un des bons combats que nous avons gagnés. Il fallait amener les personnes qui vivaient avec le VIH à se présenter, à se reconnaître VIH. Et c'est comme ça que nous avons créé l'association des personnes vivant avec le VIH, en leur faisant la promesse qu'on allait réduire le coût des dépistages et puis aussi faire les prises en charge. Et il y a des jeunes Ivoiriens qui ont eu le courage de se montrer. Donc, à partir de cet instant, le tabou était brisé, il fallait continuer. Le troisième combat, c'était la prise en charge. D'abord, quand on a remarqué que la moitié de ceux qui vivaient avec le VIH étaient tuberculeux, c'est nous qui avons été les premiers à joindre les deux programmes pour faire le programme de lutte contre la tuberculose et le sida, que le CDC d'Atlanta va adopter après et on va l'imposer au monde entier. Ensuite, nous avons parlé aussi de la discrimination, c'est-à-dire lutter contre la discrimination des personnes dans les milieux de travail. Donc, en fait, l'organisation de la CISMA en Côte d'Ivoire était la consécration de toutes ces luttes-là. D'autres acquis. La Côte d'Ivoire a été lauréat du prix Santé publique au 50e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. C'était en 1998. Comme ICASA 97, ICASA 2017 sera plus qu'un succès. Mais d'ores et déjà, l'on peut retenir la volonté politique que manifestent des autorités ivoiriennes, avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara, qui va présider la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Autre information dans cette édition, les bureaux de la gendarmerie de Korogo disposent de matériels informatiques pour être plus performants dans leur compte rendu. Et c'est un don d'un fils de la région compte rendu, Kwasi Mamadou. L'un des engagements pris par le chef de l'État Alassane Ouattara dès son arrivée au pouvoir est la sécurité des citoyens. Depuis peu, la ville de Korogo, nord de la Côte d'Ivoire, abrite l'état-major de la 4e légion de la gendarmerie mobile. Ici, plus de 10 bureaux ont été entièrement construits et équipés en fournitures informatiques, téléphones de liaison et connexion Internet. Il s'agit à travers ce geste d'améliorer les conditions de travail et d'intervention des hommes de cette unité. Nous sommes appelés à répondre à vos sollicitations, quels que soient les moments. La question des moyens est primordiale. C'est pour cette raison que lorsque certains citoyens se sacrifient pour de façon personnelle poser des actes aussi majeurs, nous devons leur en être reconnaissants, leur dire merci. Le coût global du don est estimé à près de 15 millions de francs CFA. Un geste qui intervient quelques jours après l'arrestation par les éléments de cette unité de 7 membres d'un redoutable gang de braqueurs qui sévissait dans la région. Le vice-président ivoirien a pris part hier samedi à une messe d'action de grâce dans le village de Lopo, situé dans le département de Dabou. Daniel Cablon-Duncan était aux côtés des fidèles catholiques de ce village à la faveur de la dédicace de l'album Misa Adjoukrou. Mahama Traoré nous en dit plus. À Lopou, village situé dans le département de Dabou, la foi catholique est une valeur communément partagée par une large majorité des habitants. Si bien que cela a inspiré l'un des fils du village, Prosper Akpa. Ce haut cadre de l'administration ivoirienne est l'auteur de Missa Adjoukrou, entendez la messe en langue Adjoukrou. C'est une œuvre musicale de 15 titres qui traduit en langue Adjoukrou les différents chants entonnés lors d'une messe. Originellement, dans l'Église catholique, cette messe-là était dite en latin. Aujourd'hui,
l'Église encourage l'inculturation, c'est-à-dire que cette messe-là puisse être traduite dans les différentes langues du monde entier. Je pensais à créer une messe ivoirienne. Je l'ai donc rédigée, composée paroles et musique en adjoukrou et je l'ai enregistrée. Elle s'appelle Missa Adjoukrou. Pour son originalité, Missa Adjoukrou a été endossée par le diocèse de Yopougon. L'évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, a même officié une messe d'action de grâce à la faveur de la dédicace de l'album ce samedi. Cérémonie à laquelle a pris part le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Rien de grand et de beau ne peut se faire sans humilité et sans ardeur au travail. L'œuvre qui nous est donnée de célébrer aujourd'hui nous en donne l'exemple. Cette œuvre a été achevée depuis 2005 et n'est rendue publique qu'aujourd'hui. Nous remercions son auteur de n'avoir pas enfoui ses talents, mais au contraire de les avoir révélés au monde et d'avoir ainsi ajouté une belle pierre à la grande mission d'inculturation engagée par l'Église catholique universelle. Cette cérémonie de dédicace a également été marquée par une levée de fonds pour la construction d'un foyer de jeunes filles pour le lycée de Lopou, un projet initié par l'Église catholique du village afin de contrer la recrudescence des grossesses en milieu scolaire dans la région. En soutien à cette initiative, Daniel Cablan-Duncan s'est engagé à faire une contribution de 25 millions de francs CFA. Le vice-président appelle à la mobilisation des cadres de la région pour réunir les 100 millions de francs CFA nécessaires à la réalisation du projet de foyer pour jeunes filles de Lopou. Un commentaire de Wilfried Herman Givech. Des chrétiens évangéliques ivoiriens en Terre Sainte sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient 151 pèlerins pour cette période de décembre à se rendre en Israël pour fortifier leur foi. Sidonie Waka Davila. Nous sommes à Nazareth, en Israël, la Terre Sainte pour les chrétiens. Ici a grandi et vécu Jésus-Christ. Sur les pas du Christ, chrétiens évangéliques et protestants ivoiriens visitent successivement Cana, le site de la transformation de l'eau en vin, le premier miracle du Christ. Le mont du précipice, où, accusé de blasphème, Jésus a manqué d'être jeté dans les falaises. Et le mont Tabor, où a eu lieu sa transfiguration. Ce pèlerinage en Terre Sainte, un grand moment de prière, d'évangélisation, d'enseignement et de découverte pour ces pèlerins venus de Côte d'Ivoire. Les impressions sont très bonnes. Il faut vivre vraiment cette passion. C'est vrai qu'on nous enseigne beaucoup de choses sur la religion, mais quand on est ici à Terre Sainte, on vit vraiment cette histoire. Je suis ému, très satisfait. Je sens que je suis désormais une nouvelle personne. Et quand on est sur ces lieux, ce qu'on ressent, c'est la proximité avec Dieu. Je pense que ça va modifier notre manière de transmettre l'évangile. Dans tous ces lieux, vraiment, c'est l'émotion. Je prie que ce que nous vivons ici et les prières que nous faisons ici apportent la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation, l'amour. Le pèlerinage en Terre Sainte va durer une semaine pour ce groupe de chrétiens. Il est financé par le gouvernement ivoirien. Sur 151 pèlerins, 130 sont pris en charge. Beaucoup ne savent pas que ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait pour nos frères musulmans en les aidant à partir au Hajj, l'État le fait aussi pour les chrétiens pour venir en Israël. Quand nous venons, c'est pour venir à la source de la foi chrétienne, pour marcher dans les pas du Christ, afin que désormais nous sachions que notre foi n'est pas dans la fiction, mais c'est une foi basée sur des choses réelles. Au programme de ce pèlerinage de décembre 2017 en Israël, la visite des lieux saints et plusieurs sites historiques à Nazareth, Bethléem, Jéricho et Jérusalem, des villes de grands symboles pour les chrétiens. Ici, en Côte d'Ivoire, la filière coco va être relancée les mois à venir. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA a initié en partenariat avec le Centre national de recherche agronomique, CNRA, un programme de recherche au profit de cette filière. Et les résultats promettent, nous dit Francis Boifo.
Inquiets depuis 2 ans à cause de la destruction de leurs plantations par des maladies et insectes, les producteurs de cocotiers peuvent désormais se réjouir. Des chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA ont mis au point des procédés. Le but, réduire les pertes dues au jaunissement des feuilles du cocotier. On a travaillé sur la protection des cocotiers contre le ravageur pseudotératite dévastante qui peut provoquer une perte de production jusqu'à 80%. On a testé 9 types de plantes. Sur les 9 types de plantes, on a retenu 3 plantes qui se comportent très bien et qu'on peut utiliser pour protéger les cocotiers sans utiliser de produits chimiques, sans effets secondaires et à moindre coût. On a travaillé également dans le cadre de la lutte contre la maladie qui est en train de dévaster toutes les cocotiers dans le département de Grand Laou. On a testé 56 variétés hybrides de la collection de Port-Boué et il y a 2 variétés promoteuses que les planteurs désormais pourront utiliser pour replanter toutes les cocotiers détruites sans que cette maladie puisse faire effet. Tous ces résultats de recherche ont été rendus possibles grâce à un financement du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Que les producteurs de cocotiers vraiment s'imprègnent de tous ces résultats et se les approprient. Aujourd'hui, on conseille aux producteurs d'éviter de transporter du matériel végétal d'un champ infesté vers un autre champ sain. Il faut également bien entretenir sa plantation pour éviter la propagation de la maladie. Si votre plantation est atteinte, il faut immédiatement couper tous les arbres atteints, les ensevelir après avoir bien brûlé. La cocotière ivoirienne couvre une superficie de plus de 50 000 hectares avec une production annuelle de 65 000 tonnes de copra, soit une production de 520 millions de noix de coco. Voilà, rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de noix de coco en Afrique et cela pourrait être plus complet. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons Madame Condé Touré Dienebou, commissaire général du SARA 2017. Le thème du SARA, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Madame Condé, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire avec nous et avec vous le bilan du SARA 2017. En attendant, nous allons suivre ce reportage de Sita Soro. Sita Soro nous fait un peu le bilan du SARA 2017. Voici son reportage. Du 17 au 26 novembre s'est tenu le Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA. 10 jours placés sous le signe de la maturité et qui auront permis à ce salon de tenir toutes ses promesses. En seulement 4 éditions, le SARA s'est positionné comme le salon de référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne, avec pour objectif de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole africain et de la Côte d'Ivoire en particulier. Portant sur la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, l'édition 2017 a enregistré près de 300 000 visiteurs contre un peu plus de 161 000 en 2015. 718 exposants y ont également pris part contre 607 en 2015. Le SARA 2017 a accueilli 17 pays dans les expositions avec l'Afrique du Sud désignée comme pays à l'honneur et 19 délégations ministérielles étrangères présentes. Ce sont également 1 665 688 000 de francs CFA qui ont été enregistrés pour l'exécution du Programme national d'investissement agricole PNIA 2 sur la période 2018-2020. Au terme de ce SARA 2017, ce sont des opportunités d'affaires qui ont été réalisées par les exposants. 950 contacts d'affaires enregistrés. 71% des exposants ont déclaré avoir réalisé des ventes. Et 99,6% ont décidé de revenir pour l'édition de 2019, a affirmé Dienebou Condé Touré, la commissaire générale du salon. Voilà, alors Madame Condé, le bilan il est fait, vous avez suivi ce reportage de Sita Soro, autre chose à ajouter? Bonjour Monsieur Assa, avant tout propos, je voudrais vous remercier de nous recevoir ce dimanche sur votre plateau et remercier l'ensemble de la population qui directement
ou dans l'anonymat ont participé à obtenir les résultats qui vous sont présentés. Disons que le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui était à sa 4e édition cette année, est une volonté du gouvernement ivoirien. La première édition s'est tenue en 1997 et nous étions à la 4e édition. Et à chaque édition, le SARA s'est bonifié. Vous avez pu le constater cette année, le SARA 2017 n'est pas le même que le SARA 2015. Et nous avons comme ambition, et je pense que cette ambition est en train d'être réalisée, de positionner le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan comme le salon de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. Alors, lors de ce SARA, il y a eu des panels, des conférences. Revenez un peu sur ces différentes rencontres. La 4e édition du SARA a été très riche en événements. Et nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons organisé des conférences et des panels. Pour chaque édition, nous retenons un thème. Quand vous observez un peu les systèmes de production et de mise en marché des produits, l'agriculture fait face à plusieurs défis. Et cette année, nous avons décidé de nous attaquer, d'aborder un défi qui est le changement climatique. En 2015, nous avions eu pour thème l'investissement agricole durable. Cette année, notre thème qui dit transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique a voulu aborder cette question de changement climatique pour voir quels sont les paradigmes qu'on peut changer sur toute la chaîne des valeurs, c'est-à-dire de la ferme à la table ou de la fourche à la fourchette, et je dirais même de la daba au talier. Quels sont les paradigmes à changer pour que nous puissions obtenir une transformation structurelle de l'économie agricole pour pouvoir avoir une résilience face au changement climatique. Donc, plusieurs activités ont été menées. Un salon, c'est d'abord les expositions, mais en dehors de ça, il y a la partie scientifique que nous organisons sur le thème qui a été choisi. Et cette année, nous avons eu 35 rencontres qui ont été organisées sur les thèmes en question. Il y a eu 4 conférences et la principale conférence a été dite par une sommité africaine, le président de la Banque africaine de développement, qui est aussi le prix mondial de l'alimentation en 2017. Et il y a eu des panels, des ateliers et qui ont été organisés sur le thème. Et qui ont permis à chacun de se retrouver. Alors, pour le PNIA de 2018-2025, il y a eu des intentions d'investissement à hauteur de plus de 1600 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Oui, vous savez que le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, c'est le cadre des investissements dans le secteur agricole. C'est un cadre que l'État a mis en place pour que tous ceux qui ont des investissements à faire puissent trouver leur choix dans ce cadre-là. Il y a eu une première phase qui s'est déroulée de 2012 à 2016 et qui est terminée. Et donc, la deuxième phase a été préparée et présentée pendant ce salon. Et nous avons pu obtenir des intentions de financement à hauteur de 1665 milliards de francs CFA pour la période allant de 2018 à 2020. Il faut rappeler que le PNIA deuxième génération va de 2018 à 2025. Donc, pour la période 2018 à 2020, nous avons pu, au cours du SARA, engranger des intentions de financement à hauteur de plus de 1600 milliards de francs CFA. Très bien. Il y a également eu des accords et des conventions de partenariat évalués à 140 milliards de francs CFA. Tout à fait. Ce n'est pas rien. Tout à fait. Nous profitons de l'occasion de la tenue du SARA pour signer des accords que nous avions préparés avec des partenaires qui viennent participer au SARA. Et cette année, nous avons pu engranger un montant de 140 milliards de francs CFA pour les accords qui ont pu être signés. Très bien. Alors, il y a eu une forte implication des femmes au SARA 2017. Ce n'est pas fortuit. Vous savez que la production vivrière est le fait des femmes, mais on oublie souvent que les femmes sont aussi dans différents maillons de la chaîne de valeur au niveau de la production des rentes. Et donc, pour cette année, pour cette édition, notre hiérarchie supérieure a voulu que les femmes soient mises à l'honneur. Et donc, une soixantaine de coopératives de femmes ont été invitées à participer au SARA. Et il a été mis
à leur disposition, à titre gracieux, des stands pour pouvoir participer à ce salon-là. Et elles sont venues, elles ont montré ce qu'elles savaient faire, elles ont eu des contacts d'affaires et au cours d'une journée, elles ont voulu rendre hommage à la hiérarchie agricole. Et ce qui nous a émerveillés, c'est le sens de partage qu'elles ont voulu montrer. Elles ont dit à notre hiérarchie agricole que celles qui sont venues sont contentes d'être venues et qu'en 2019, puisque le Sahara c'est chaque 2 ans, en 2019, elles comptent acheter elles-mêmes les stands pour permettre à d'autres coopératives de pouvoir participer. Très bien. En attendant 2019, ça a été gratuit les stands pour ces femmes. Elles ont gagné quoi au-delà de ça, concrètement? En dehors de vendre, en dehors de vendre les produits qu'elles ont apportés. Elles ont pu vendre des produits? Elles ont vendu des produits et elles ont eu des contacts d'affaires. C'est ça le plus important. Parce qu'il faut dire qu'au cours d'un salon, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'on fait pendant le salon qui est le plus important. Ce sont les relations qu'on peut tirer, on peut tisser, les relations d'affaires, les relations commerciales, les relations de partenariat, les investissements qu'on peut obtenir pour améliorer et moderniser son activité. Alors dites-nous, madame, est-ce que les ministères techniques ont trouvé leur compte? Absolument. À plusieurs niveaux. D'abord, les ministères techniques impliqués dans l'organisation du Sahara avaient leur propre stand. Et chaque ministère, au niveau de ce pavillon que nous avons appelé pavillon institution le Côte d'Ivoire, chacun des 4 ministères impliqués dans l'organisation a pu montrer au monde les missions qui lui sont assignées, les programmes qu'il conduit. Et en dehors de ça, chaque secteur, chaque sous-secteur a pu, au niveau des différents pôles d'exposition, on en avait 9, au niveau des 9 pôles d'exposition, montrer les produits de son secteur. Et en dehors de ces expositions, il y a eu des journées dédiées, des journées focus pour chaque sous-secteur. Et chaque sous-secteur a pu débattre d'un sous-thème relatif au thème général du salon. Donc, additionnez tout ça et vous verrez que chaque sous-secteur du grand secteur agricole a pu exposer ce qu'il sait faire, montrer ce qu'il fait en tant qu'institution et également discuter du thème, apporter son appui dans la résolution des défis que nous rencontrons dans le secteur agricole. Très bien, madame. Alors, au cours de ce Sahara 2017, il y a eu des délégations venues du monde entier, je dirais. Est-ce que ces délégations ont eu satisfaction? Disons que nous avons accueilli 19 délégations ministérielles venues de 17 pays. Et à entendre les délégations qui sont venues, nous pouvons dire que chaque délégation a pu tirer son épingle du jeu. Comme j'ai dit tantôt, notre ambition, c'était de positionner notre salon comme le salon de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que quand on écoute les ministres qui sont venus, tous ont reconnu que le Sahara est un événement incontournable du secteur agricole dans la sous-région. Et à perpétuer, vos objectifs ont donc été atteints, on peut le dire. Nos objectifs ont été atteints et même dépassés. À certains niveaux. Très bien. Alors, le prochain Sahara est prévu pour 2019, n'est-ce pas? À quoi, n'est-ce pas? 2019, hein, 2019, chaque 2 ans. À quoi doit-on s'attendre? Ben, à mieux que 2017. Si on ne peut pas faire mieux, au moins, même comme 2017. Mais nous avons instruction ferme. Comme j'ai dit tantôt, le Sahara se bonifie au fil des éditions. Et nous comptons mieux faire. Et nous avons l'esprit ouvert. Nous ne faisons pas de l'autosatisfaction. Parce que pour nous, l'autosatisfaction, c'est le début de la régression. Tout à fait. Et donc, nous ne voulons pas faire de l'autosatisfaction. Nous avons l'esprit ouvert. Nous avons offert au monde agricole un Sahara en 2017 et nous attendons les critiques. Les critiques afin de mieux leur offrir en 2019 et les éditions futures. Très bien. Alors, madame, restez avec nous et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis du pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés jugés incompatibles avec sa politique migratoire. Et c'est la mission américaine auprès des Nations Unies qu'il a annoncé hier, samedi. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition supervisée par Christelle Mélan. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi et resté avec nous sur
RTI 1.